Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une ce soir, il n'y a aucun motif d'empêchement à l'installation de la cimenterie Simasso. L'usine de cimenterie de la ville de Bobo-Dioulasso réunit les conditions répondant aux normes internationales. C'est le résultat d'une contre-expertise environnementale lancée par le Premier ministre à la suite d'une polémique. Précision dans ce journal. Le dossier de cette édition nous mènera à Agawa où un phénomène prend de l'ampleur, la fréquentation des cabarets par les élèves. À la récréation ou pendant les heures creuses, certains élèves vont prendre une ou plusieurs calebasses de bière de 1000. Cela n'est pas sans conséquence sur les rendements scolaires. C'est un dossier à suivre dans quelques instants. Dans l'actualité également, le président Bouhari reprend ses fonctions à la présidence, rentré la semaine dernière après 2 mois passés en Angleterre pour des raisons médicales. Mohamedou Bouhari a repris ses fonctions de président ce lundi 13 mars. Tout d'abord, le point sur les travaux des ministres des Transports de la Côte d'Ivoire et du Burkina. 2 jours d'échange entre les deux parties et des conclusions satisfaisantes. C'est ce qui nous rapportent nos reporters Adama Guiti et Oumou Sissé qui ont suivi ces travaux. Le dossier sur la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya connaîtra un dénouement heureux. C'est ce qui ressort des 2 jours de concertation entre les experts des ministères des Transports du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Les 2 ministres prévoient de rencontrer le groupe Bolloré, principal bailleur de cette réhabilitation d'ici le 15 avril prochain. Sur l'annexe 7 de la Convention que nous sommes butés. Et donc nous avons pris l'engagement de rencontrer en tout cas les premiers responsables du groupe Bolloré pour pouvoir lever cette difficulté et que nous puissions voir tout de suite le début de la réhabilitation de ce chemin de fer qui nous tient vraiment à cœur. La facilitation des transports terrestres, de la sécurité routière et de la coopération en matière de transport aérien était aussi à l'ordre du jour de cette rencontre. Pour les 2 délégations, des efforts doivent être faits pour une mise en œuvre intégrale du règlement 14. Suleiman devra revoir avec la commission de l'UEMOA pour que nous prenions encore quelques jours pour faire en sorte que la mise en œuvre du règlement 14 se fasse de façon complète et partout, en même temps en ce qui concerne les pays côtiers, et partout aussi en même temps en ce qui concerne donc, les pays de l'Interland. Et pour s'assurer de l'application effective des résolutions et recommandations de ces travaux, les 2 ministres ont décidé de la mise en place d'un comité technique de suivi. L'étude d'impact environnemental et social de l'usine de cimenterie Simasso est des plus fiables. C'est ce qui ressort de la contre-expertise indépendante ordonnée par le Premier ministre Paul Kabacheba. Résultat, Simasso peut bel et bien démarrer ses travaux dans la ville de Sia. Le point avec Nongba Kouda, Salifou Ouedraogo et Vincent Kendrebego. Un consultant suisse livre les conclusions de ses analyses sur le projet de l'usine de cimenterie de Simasso SA à Bobo-Dioulasso. Le premier souci environnemental pour ce type d'usine est la pollution par la poussière, selon l'expert. Mais le choix de l'unité et les options technologiques permettent une très bonne maîtrise des émissions de poussière, peut-on lire dans ce rapport. L'emplacement du broyeur, du clinker et la technique utilisée réduisent les nuisances sonores et les eaux de pluie tombées sur le site sont prévues pour être récupérées, traitées avant leur écoulement hors du site. En somme, toutes les conditions sont réunies pour une relance des travaux de l'usine dans le respect des normes environnementales selon le rapport. Nous pensons que ce qui est donc projeté, ça rassure davantage, surtout avec les recommandations qu'il nous suggère. Il faudrait qu'on prenne ça en compte et puis on va avancer. En principe, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai lu là en termes de conclusion, ce qu'il nous a démontré, c'est rassurant, a priori. Les techniciens vont nous dire après ce que c'est. Sinon, c'est bon, on avance. Le chef de l'État l'a dit à Bobo-Dioulasso, si toutefois Simasso doit avoir des conséquences sur l'environnement, Simasso va s'arrêter. Mais nous sommes dans un débat. Ils ont fait des recommandations comme tout projet et nous pensons qu'au terme du débat qui doit se mener à l'atelier, les conclusions qui s'imposeront à tous. Des techniciens avisés et des délégations venues de Bobo-Dioulasso ont suivi avec attention la présentation de ce rapport.
En atelier, ces participants devaient discuter des résultats présentés. Cette contre-expertise est voulue par le gouvernement suite aux critiques sur la fiabilité de l'étude de l'impact environnemental et social de l'usine. Le partenariat public-privé occupe une place de choix dans le programme national de développement du Burkina. La Chambre de commerce et d'industrie, dans cette dynamique, renforce les capacités des acteurs concernés sur des modules bien précis. Il s'agit de la procédure de passation des marchés publics, de la comptabilité ou encore de la recherche de financement. La formation se passe à Koudougou dans le centre-ouest. Le point avec Issa Kafando et Maïmouna Traoré. Une étude menée en 2013 par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et la Banque africaine de développement montre qu'au-delà des insuffisances administratives, les entreprises ont des besoins d'accompagnement en matière de financement et de gestion. Des résultats confirmés par ces acteurs économiques de la région du centre-ouest. Généralement, dans notre milieu, on croit beaucoup de difficultés liées à la gestion de notre trésorerie d'abord, parce que nous n'avons pas de notion en comptabilité. Nous n'avons pas également de notion sur comment acquérir des financements. Avec la nouvelle réglementation liée aux impôts, nous croisons beaucoup de difficultés liées même à la déclaration de nos différents impôts. Cette formation est initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina pour résoudre ces difficultés par l'amélioration des connaissances des acteurs du secteur privé. À l'issue donc de cette formation, les acteurs économiques devraient être outillés sur la tenue de fiscalité, sur la recherche de financement, sur la participation au marché public, parce que la Chambre de commerce a fait appel à des structures spécialisées comme le CGA, le CEFOR, la maison de l'entreprise, le CAMCO, le centre de médiation, pour développer des modules de formation à l'endroit donc de l'ensemble des acteurs économiques. Ces journées d'information et de formation sont gratuites et se dérouleront dans les 13 régions du Burkina. Et puis, il y a ce projet dénommé Financement basé sur les résultats, en abrégé FBR. Ce projet amorce sa phase d'évaluation et pour ce faire procède à la mise à jour de plusieurs de ses enquêteurs. La formation se tient cette fois à Bobo-Dioulasso. C'est ce que nous disent Hassan Gourabou et Moussa Sanon. Ces hommes et femmes renforcent leurs capacités sur l'utilisation des outils de collecte et la conduite des entretiens auprès des populations cibles. Cette formation est une des activités préparatoires de l'enquête finale pour l'évaluation de l'impact du FBR, le financement basé sur les résultats au Burkina, un projet mis en œuvre par le Centre Mirage de Bobo-Dioulasso. Le FBR est une intervention, c'est-à-dire que c'est quelque chose comme un paquet d'activités que nous avons mis en place. Il faut voir réellement, est-ce que ça a changé les indicateurs, est-ce que ça a changé la fréquentation des services de santé et leur utilisation par la population, est-ce que ça a amélioré la qualité des soins qui sont fournis. Outre le Centre Mirage, les partenaires du projet qui sont entre autres la Banque mondiale, l'Institut de recherche en sciences de la santé et l'Université d'Heidelberg en Allemagne attendent beaucoup de cette enquête. C'est vrai que le programme est implémenté depuis 3 ans. Il y a eu un travail avant, un travail pendant et maintenant il faut vraiment de la rigueur pour mieux orienter les politiques dans les décisions futures. C'est cela que nous avons comme peut-être appel à faire. Les résultats de l'évaluation, ça va nous permettre de tirer les leçons, notamment les insuffisances qui ont été constatées lors de la mise en œuvre, afin de les corriger. Ça va permettre au ministère de la Santé de faire des choix pertinents en termes de financement du système de santé. C'est là aussi l'un des objectifs du FBR, une nouvelle stratégie de financement des services de santé et expérimentée au Burkina depuis 2013. Ils étaient censés entamer une grève de 72 heures ce 14 mars. Les travailleurs de la santé humaine et animale ont trouvé un accord après 3 jours de négociations. Un protocole engage le gouvernement à trouver très rapidement des solutions aux revendications du SINCHA. Précision Isaka Oudraogo, Frédéric Etienne Bassenga. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale lève son préavis de grève qui devait entrer en vigueur du 14 au 17 mars 2017. Après près de 3 jours de discussion, les 2 parties ont abouti à un accord dans lequel le gouvernement s'engage à trouver des solutions aux revendications du SINCHA. Pour l'instant, ce sont des engagements. Donc,
d'améliorer les infrastructures, de construire de nouvelles infrastructures, de faire des commandes d'équipement, de former le personnel, de gérer ou de revoir la question des carrières dans le cadre de la fonction publique hospitalière qui est en cours d'élaboration, de revoir le dialogue entre les structures syndicales et les responsables des formations sanitaires et vétérinaires à tous les niveaux pour permettre une bonne contribution de l'organisation donc dans la gestion et le fonctionnement des structures. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est que sur l'ensemble des points de revendication, il y a des réponses qui ont été données. Nous n'avons pas dit qu'on est satisfait à 100%, mais comme nous l'avons dit, des engagements ont été pris et des solutions ont été proposées et nous nous sommes engagés à les mettre en œuvre. Vous n'en saurez pas davantage, les deux parties se refusant d'entrer dans les détails. Toutefois, c'est une satisfaction pour le ministre de la Santé qui a promis respecter les engagements pris vis-à-vis du SYNCHA. Vous avez vu la démarche responsable du syndicat qui, au vu de l'engagement du gouvernement, a rapidement levé le mot d'ordre de grève qui devait être en cours pendant que je vous parle. Et donc, à partir de cette volonté de dialogue, nous avons abouti à un protocole d'accord que personnellement et avec les autres membres du gouvernement, nous allons nous engager à mettre en œuvre. Le gouvernement et le SYNCHA se donnent donc un mois pour établir le plan de mise en œuvre de ce protocole d'accord. Un comité sera également mis en place pour évaluer la mise en œuvre de ces engagements. La période s'y prête et le CSC joue son rôle. Nous parlons d'une rencontre entre les patrons de presse écrite et en ligne, chapeautée par le Conseil supérieur de la communication. Il s'agit de définir la ligne de conduite dans la collecte et le traitement de l'information dans un contexte de menaces terroristes. Le point de cette rencontre avec Sie, Dilarienne et Nyarkiteda. C'est un dialogue direct entre le Conseil supérieur de la communication et les patrons de presse écrite et en ligne. La situation sécuritaire précaire au Sahel burkinabé commande une nouvelle forme de communication, relève le présidium à ses interlocuteurs. Nous devons garder à l'esprit que les attentats sont perpétrés avant tout pour assurer une publicité au mouvement et pour aussi illustrer la puissance et la force de ce mouvement. Je voudrais signaler ici qu'il faut que les médias apprennent à se modérer. Une préoccupation partagée par l'ensemble des participants pour qui les responsabilités sont partagées et ont convenu d'un communiqué devant servir désormais de guide. Dans ce sens, tous les acteurs sont invités à s'impliquer franchement et de façon responsable dans la recherche du vrai et de l'utile. En vue d'y parvenir, les participants ont convenu de ce qui suit. Appeler l'ensemble des membres du gouvernement sur la nécessité d'entreprendre une nouvelle forme de communication, inviter les forces de sécurité et de défense à communiquer beaucoup plus autour des questions sécuritaires pour éviter la psychose au sein de la population. C'est un guide que les participants disent s'employer à faire respecter dans les différentes rédactions. C'est un rappel et ça nous permet effectivement de nous mettre à l'esprit à chaque fois que nous travaillons sur le terrain qu'il faut manier avec précaution tous les éléments qui sont à notre disposition. Chacun doit faire son travail, à savoir que les médias informent suivant les règles de la profession et que ceux qui doivent assurer la sécurité doivent le faire. En attendant, le Conseil supérieur de la communication se réjouit de la rencontre qui a débouché sur des engagements. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faut un recadrage dans le traitement même de l'information parce que les informations telles que c'est traité font le lit même du terrorisme au Burkina Faso. Cette rencontre est la dernière d'une série de rencontres d'échange avec les acteurs de la communication dans les régions du Sahel, du Nord et du Centre. L'actualité des médias, c'est aussi cette formation sur les droits des enfants. Les membres d'un réseau de journalistes africains se familiarisent avec les instruments juridiques en la matière. Dans le viseur, le phénomène de la traite et des pires formes de travail des enfants. Compte rendu signé Roger Cam, Maïmouna Traoré.
À travers cette formation, le réseau initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement IJACODE s'inscrit dans une logique, celle de comprendre les droits de l'enfant pour mieux le défendre. Dans ce cadre-là, les journalistes sont essentiels parce que par leurs activités de plaidoyer, de sensibilisation et de promotion des droits de l'enfant, ils sont des alliés essentiels, des vecteurs essentiels pour la mise en œuvre des droits de l'enfant. Un conclave de journalistes pour parler de la question de la protection de l'enfant est vraiment un grand plus dans les actions que le ministère entreprend. On ne pouvait pas espérer meilleure tribune pour partager donc ce volet important des attributions de notre ministère. Avec ces experts suisses et français, ils passeront à la loupe le phénomène de la traite et des pires formes de travail des enfants, les techniques rédactionnelles en la matière et le processus d'identification de sujets adaptés pour une lutte efficace. Quand on interviewe un enfant victime, il faut par exemple respecter la confidentialité, ne pas montrer son visage, ne pas donner son nom, etc. Pas seulement les enfants victimes d'ailleurs, mais aussi les enfants auteurs de crimes ou de délits. Il faut les protéger parce qu'ils vont grandir et ils ne doivent pas être prisonniers de ce qu'ils ont subi ou fait pendant leur enfance. La formation dure 3 jours et permettra aux membres de l'IJACODE de se familiariser avec les instruments juridiques les plus pertinents en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant. Et ces enfants ont certes des droits, mais aussi des devoirs. Et les élèves ne sont pas en reste. Ceux de Gawa, dans la région du sud-ouest, en oublient souvent certains. Quelques calebasses de dolo pendant la récréation ou les heures creuses est devenu monnaie courante dans la cité de Bafouji. Un phénomène qui n'est pas sans conséquences et qui a intéressé nos reporters Justin Karambiri et Issa Kanana, suivant leur dossier. Nous sommes ici au cabaret de Dougou, un des multiples lieux de vente de dolo au biais local de la ville de Gawa. Il est 9h, une heure creuse pour ces élèves en classe de 3e dans un lycée privé de la place, situé à quelques mètres de ce cabaret. Pendant que certains élèves mettent à profit ce temps libre pour réviser leurs leçons ou faire des exercices, eux sont plutôt ici au cabaret de Dougou pour, disent-ils, chercher une motivation. Quand on a cours là, on ne vient pas en tout cas. Quand on a récréation ou bien des aides crises en tout cas, on vient boire. Je prends d'abord, avant de passer, si j'ai saoul là, je passe, je dors un peu. Si ça sort là, je passe, je bois très bien. Et les idées, ça part quoi, et puis je bosse très bien. Étant comme des élèves, on ne peut pas prendre ça de manière chronique. Hein. C'est de temps en temps qu'on vient prendre, puisqu'on n'a même pas les moyens pour venir prendre ça à chaque moment. Donc c'est quand chacun un peu, on vient, on cotise, on prend, même si c'est 100 francs, 200 francs, on essaie d'associer et puis on prend et puis ça passe. La fréquentation des cabarets par les élèves est un phénomène préoccupant dans la ville de Gawa, une situation qui n'est pas sans conséquences en milieu scolaire. Les enfants, là, quand ils reviennent de ces lieux-là, ils sont par moments, j'allais dire, excités, bon, ils dérangent même, à la limite, perturbent le cours, le bon déroulement du cours. Sans compter ceux-là même qui, pendant le cours, n'arrivent plus à suivre. Par moments, c'est des tensions avec les professeurs. L'absence de clôture dans les établissements scolaires et surtout la proximité de ces débits de boissons sans pointer du doigt. Moi, je pense que s'il y avait d'abord une clôture même au sein de l'établissement, on pourrait peut-être caser les élèves, même si c'est la récréation, on pourrait peut-être caser puisqu'il y a des surveillants. Voilà, ils pourraient rester au sein de l'établissement avant les heures de sortie. Ben, vous voyez, vous-même, vous voyez, il n'y a pas de clôture. Donc c'est un raccourci pour eux. Ce n'est pas bien certes. Même si nous les chassons d'ici, ils iront boire ailleurs parce qu'il y a beaucoup de cabarets. Que Dieu les aide seulement. C'est tout ce que nous demandons. Boire le dolo ici à Gawa, c'est presque une habitude pour tout le monde. Si nous tentons de leur interdire ce lieu, ils sont capables de nous insulter. Vu l'ampleur du phénomène, au lycée municipal de Gawa, des séances de sensibilisation sont organisées par les responsables de cet établissement, nous confie le censeur. Le problème est assez profond quand même. Mais avec la sensibilisation, je pense qu'à force de répéter ça, on a l'espoir que d'un jour à l'autre, les choses peuvent évoluer, quoi. Parce qu'il y va de leur avenir, leur santé. Je pense que ça doit commencer à la maison d'abord. Voilà. Éduquer mon enfant. Si je pense te trouver à l'école, je ne vais pas te trouver au cabaret. Quand il faut au cabaret à 10h, c'est les conseils d'abord à la maison.
Oui. Tous les acteurs du système éducatif sont ainsi interpellés. Les autorités communales doivent aussi s'investir dans l'application de la réglementation en matière d'installation des débits de boissons à proximité des établissements scolaires. Aussi, les élèves doivent-ils savoir que le respect des règlements intérieurs des établissements est un acte de civisme. Direction à présent la région de l'Est où se vit un exemple de coopération sud-sud. L'association burkinabé Nourrir sans détruire, en partenariat avec une autre association ghanéenne, partage leurs connaissances dans le domaine de l'agroécologie. Foire culinaire, visite de sites maraîchers sont les temps forts de ce moment que nous comptent Désiré Ilboudo, Rasmata Oudraogo et Mahamadi Oudraogo. Des femmes venues du Ghana sont en visite d'exploitation céréalière avec leurs sœurs burkinabè dans la région de l'Est. Cette visite de courtoisie, émaillée d'expositions de mets locaux et de semences locales, mais surtout de constats de sites maraîchers, a permis de tisser des liens entre ces femmes des deux communautés. Nous avons beaucoup appris en culture maraîchère. On a aussi vu des cultures ancestrales que le Ghana a abandonnées, mais ça nous a suscité l'esprit de créativité. Donc nous allons nous mobiliser chez nous pour ne pas les abandonner, mais plutôt les adapter aux conditions climatiques actuelles, car c'est très important. L'initiative est de l'association Nourrir sans détruire ANESD. À travers cette coopération, l'ANESD entend créer un cadre d'échange et de partage d'expériences en matière de prévention de semences locales. Le Ghana, avec nous, a un partenariat qui date depuis au moins quelques années parce que nous avons des projets communs sur l'autonomisation des femmes, nous avons des projets communs sur le rôle des femmes dans l'identification, la production, la préservation des semences locales. Donc nous pensons que c'est une opportunité aussi de les inviter pour que les femmes aussi puissent se connaître, échanger et puis s'enrichir mutuellement. 3 communes de la région de l'Est, à savoir celles de Tipga, de Bilanga et de Gaïri, ont abrité ces différentes activités de l'ANESD. Des activités qui s'inscrivent dans la dynamique de commémoration de la Journée internationale de la femme. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est la stratégie adoptée par la mairie de Djibasso. Nous sommes dans la région de la boucle du Mouhoun. Une stratégie qui ne paye pas puisque les jours de marché, l'occupation de la route nationale 14 est des plus anarchiques. Lassina Ouattara et Karim Ouattara ont fait le constat. Suivez plutôt. Des camions stationnés par-ci, des légumes étalés par-là. Nous sommes sur la route nationale numéro 14 qui traverse la ville de Djibasso à une quarantaine de kilomètres de la frontière Mali-Burkina. Commerçants et conducteurs se côtoient sur la voie. Difficile de traverser librement la ville le jour du marché. Le marché de Djibasso a lieu chaque jeudi et draine du monde. Des commerçants qui viennent du Burkina et des pays voisins comme la Côte d'Ivoire et le Mali. Et l'encombrement de cette route nationale est un constat qui frappe à l'œil selon le premier responsable de la commune. C'était bon même que ces gens viennent soit la veille ou encore, en tout cas, un jour autre que le jour du marché. Là, ils peuvent venir garer un peu, descendre le matériel avec moins de problèmes. Ces occupations anarchiques aux abords de cette route posent de réels problèmes d'insécurité dans cette ville le jour du marché. Plusieurs fois interpellés à ce sujet, les commerçants font la sourde oreille. Bon, c'est pas permis. Ils nous ont donné à l'intérieur là, à la gare à l'intérieur, oui. Mais bon, comme nous, on ne vient ici que les jeudis seulement. Bon, nos stationnements ne tardent, on ne tarde pas ici. On vient matin à 8h et puis midi, on s'en va. Imaginez quelqu'un qui vient d'un côté, s'il y a un camion, il ne voit pas. Alors, finalement, il peut y avoir vraiment des accidents sur la voie, au centre-ville, au niveau du marché. Et c'est ce qui est dommage. Effectivement, il appartient d'agir vite pour éviter de tels désagréments. Et on peut donc faire cela avec l'appui des forces de sécurité qui peuvent nous aider. Je pense à chaque fois qu'on va intervenir, je pense qu'ils nous comprennent. Certes, au fil des années, l'espace du marché est devenu restreint, mais s'exposer sur la voie publique est inacceptable selon le maire de la commune de Djibasso.
Zoom dans ce journal sur une danse qui fait la fierté en terre Gounsi, le binon. Cette danse traditionnelle se pratique lors des réjouissances populaires, mais pas seulement. À Goundi, dans la commune de Réau, la troupe Yenizu s'investit dans sa promotion. Moussa Oudraogo et Aruna Mare nous en parlent dans ce reportage. Sur cette scène à ciel ouvert, le binon se met en mouvement sur la mélodie des tam-tams. C'est une danse traditionnelle propre à la communauté Gouroussi. Danse de force, le binon est exécuté ici par la troupe Yenizu de Goundi dans la commune de Réau. La troupe a été créée en 2003 à Goundi. La culture, en tout cas, on fait tout. On forme des enfants au niveau des écoles primaires. Et puis au niveau des secondaires aussi. La troupe compte une vingtaine de membres, des danseurs et des tam-tamistes de divers corps de métier, mais aussi des élèves. Raoul Besson, lui, est enseignant. Sa passion pour le binon remonte à la classe de 5e. Simple danseur au début, il a pu gravir des échelons pour se hisser aujourd'hui au rang de directeur artistique de la troupe. Il n'y a pas de souci aucun. Bon, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut, on peut y arriver si on est dévoué. En tout cas, moi, je ne trouve pas d'obstacle en faisant les deux métiers. Elles sont nombreuses, les troupes à s'illustrer dans la promotion du binon dans cette partie du pays, mais peu arrivent à se faire une place au soleil. La première difficulté, c'est le manque de spectacles. Et la deuxième difficulté, il y a certaines religions ou certaines personnes, du fait qu'ils aient été à l'école ou bien ils sont dans une certaine religion, qui ne veulent plus voir quelqu'un danser. En plus de cela, bon, il y a aussi le manque criard de moyens pour ces troupes-là, pour avoir le matériel nécessaire et même l'accoutrement, parce qu'il faut se présenter aussi beau. Joseph Bazier est grillé au sein de la troupe. Son instrument de musique est un compagnon de tous les jours, une passion qui n'emballe pas la jeune génération. Nous, on essaie de faire tout possible pour qu'il ne faut pas qu'ils vont oublier la culture, mais vraiment il y a d'autres qui s'intéressent et il y a d'autres qui ne s'intéressent pas. C'est leur culture. S'ils vont laisser ça tomber comme ça, c'est pas bon. Au compteur de la troupe Yenizu de Goundi, 3 participations à la SNC. Et l'un de ses défis majeurs, récolter des lauriers et exporter ces rythmes traditionnels au-delà des frontières du pays. Et justement, au-delà de nos frontières, il est resté 2 mois loin des affaires pour raison de santé. Muhammadu Buhari est de retour au bureau présidentiel. Le président nigérien a repris ce lundi ses activités assurées pendant son absence par le vice-président Yemi Osinbajo. Le président nigérien Muhammadu Buhari a officiellement repris ses fonctions après 2 mois d'absence ce lundi. L'annonce de ce retour aux affaires a été faite par l'équipe de communication de la présidence, qui précise que le dirigeant nigérien a transmis une lettre à l'Assemblée nationale confirmant la prise en main du pays conformément à la Constitution. Buhari est rentré au Nigeria après un séjour médical en Grande-Bretagne la semaine dernière. Son vice-président a continué l'intérim pour lui permettre quelques jours de convalescence. Il a entre-temps rassuré les Nigérians sur son état de santé, mais a ajouté avoir besoin d'autres contrôles dans les semaines à venir. Les ennuis de santé et l'âge du président, 74 ans, ont occasionné énormément de critiques au Nigeria. Certains se sont interrogés sur la capacité de ce dernier à exercer ses fonctions. Plusieurs sujets sont à lire dans les tabloïds du jour. Sur le plan national, les journaux relaient la grogne des directeurs de publication sur les factures impayées de l'État. La revue de presse, c'est avec Vincent Kendrebeogo. Grogne des directeurs de publication des organes privés à la une du journal Le Quotidien. Le Quotidien ouvre largement ses colonnes aux responsables de ces organes qui partagent tous la même préoccupation, des factures impayées. Et leur principal débiteur, l'État. Les factures s'accumulent, les procédures se compliquent et du coup, les journaux sont dans une posture où la trésorerie ne fonctionne plus normalement, se plaint le directeur de publication de l'Économiste du Faso interrogé. Une situation qui constitue pour eux un goulot d'étranglement. Et si rien n'est fait, il y aura beaucoup d'organes qui vont fermer, affirme-t-il. Et ça commence déjà avec le journal Notre Temps
étouffé par l'administration publique, titre l'observateur Palga, qui reprend le communiqué de ce quotidien annonçant la suspension de ses parutions pour incapacité de fonctionner en raison de quelques dizaines de millions de francs CFA dus au journal. Toujours dans l'Obs, le cas Ama Amadou, l'opposant nigérien condamné hier à Niamey à 1 an de prison ferme dans l'affaire de trafic de bébés. Véritable scandale politique ou simple cabale pour liquider le troublion de la scène politique nigérienne, s'interroge le journal. Le condamné, toujours en exil, doit choisir entre rentrer et affronter courageusement son destin ou rester définitivement en exil, synonyme d'une mort politique. Le pays revient sur le voyage de Tshisekedi fils, nouvelle figure de l'opposition congolaise en Guinée-Conakry, pour solliciter l'implication de Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, dans la résolution de la crise en RDC. Mais le journal se demande si Condé pourrait rééditer les mêmes exploits qu'en Gambie au regard de la complexité du cas congolais. C'est une occasion pour lui de sortir encore plus grand, mais comment? Merci d'avoir suivi ce journal. À 22h30, retrouvez Ruth Biniwatara pour la dernière session d'information. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.